Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur la thématique de la délinquance au Japon. Mais avant de l'aborder, il serait bon de vous expliquer comment j'en suis arrivé à faire cette vidéo. Tout commence lorsque je cherche le prochain fait réel à raconter pour les histoires d'horreur. C'est le format préféré de quelques-uns d'entre vous, donc j'en suis très content, merci beaucoup. Mais c'est le format qui pose aussi le plus de problèmes avec l'algorithme, donc du coup j'essaye d'y aller un peu mollo. Après quelques recherches, je tombe sur un fait réel absolument horrible, et là c'était vraiment mort. Jamais YouTube il laisserait passer ça. Déjà je mets un sous-titre flouté sur une miniature YouTube, je me fais flinguer, alors là, faut même pas imaginer. Mais je me suis dit en faisant ces recherches que finalement faire une vidéo sur le thème général de la criminalité au Japon, ce serait assez intéressant. D'autant plus que les planètes se sont un peu alignées parce que quelques heures plus tard, j'ai reçu un tweet de la part d'un abonné qui citait ce tweet. Plus une nation est homogène, plus elle est apaisée. Japon, zéro immigration, zéro criminalité. Bon bah écoutez, ça m'a convaincu. On est parti pour les délinquants au Japon. En regardant les chiffres sur le site Numbeo, on peut s'apercevoir que le Japon est un des pays avec le taux de criminalité le plus bas du monde. 117e pays sur 118 en 2019, juste derrière les Émirats Arabes Unis. Le taux de criminalité est à 13,73 et je vais un petit peu détailler ce chiffre parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le dis comme ça, 13,73, ça veut dire quoi? Le taux de criminalité, c'est un rapport entre le nombre de délits et de crimes constatés par la police et la gendarmerie sur le nombre de la population totale. Et généralement, il est calculé pour 1000 habitants. Donc quand tu lis le 13,73, il faut comprendre que en une année, donc en 2019 en l'occurrence, sur 1000 habitants, il y a eu 13,73 délits ou crimes commis. Donc forcément pour obtenir le nombre de crimes et délits au Japon en 2019, tu fais ceci. 13,73 fois le nombre d'habitants au Japon divisé par 1000 et on obtient 1 734 515 crimes et délits commis au Japon en 2019. Ah, on est quand même un peu loin de zéro. Je veux dire, c'est certes bas, mais on n'est pas à zéro, hein. Après bien sûr, ce chiffre est à relativiser avec tout ce qui se passe aussi à travers le monde. Je veux dire, quand t'es au Japon, j'ai pas senti qu'il y avait des crimes qui se passaient toutes les secondes à la minute, c'est juste que parfois le Japon c'est grand, il y a plein de gens, faut relativiser. Après bien sûr on peut relativiser avec le taux de criminalité de la France qui est à 46,39, ce qui correspond voilà en refaisant tout le calcul de tout à l'heure, 3 111 099 crimes et délits commis. Maintenant vous avez une petite idée avec les chiffres, voilà combien il y en a, le taux de criminalité, tout ça, mais comment ça se traduit concrètement sur place? Parce que généralement quand tu parles à quelqu'un de la criminalité au Japon, tout de suite il pense à une chose: Yakuza. J'ai déjà fait une vieille vidéo très courte sur l'histoire des Yakuza et je vous avoue c'était il y a 3 ans, même pour moi la re-regarder c'était un petit peu difficile. Donc je vais vous faire un petit résumé de tout ça et vous rajouter quelques informations. Les premiers Yakuza sont apparus au XVIIe siècle avec une grande montée à la fin du XVIIIe. Ce sont des trafiquants de biens mêlés à des affaires illégales, pourtant ils ont été d'une grande utilité pour le gouvernement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Leur influence s'étend dans les hautes sphères politiques, notamment l'extrême droite qui est à l'époque très populaire. Ils ont selon leur dire un code qui s'inspire du Bushido qui est régi par l'honneur. Mais bon, ça c'est un petit peu à leur sauce et ça leur arrivait de faire des dommages collatéraux chez les civils. C'est une des raisons de l'application de la loi anti-gang en 1992 qui a vraiment resserré les vis au niveau des Yakuza et en plus elle a été renforcée cette loi en 2004 et là ça a vraiment mis un coup. Concrètement cette loi anti-gang, qu'est-ce qu'elle a fait? Premièrement, les plus grosses organisations sont recensées et deuxièmement, les civils peuvent demander des dédommagements beaucoup plus facilement en cas de problème avec des Yakuza. En effet, il y a des Japonais qui détestent les Yakuza parce que voilà, ils ont été victimes de leur business et il y en a même certains qui ont dédié leur vie pour voir leur déclin. Et d'un autre côté, il y a des Japonais qui admirent et même soutiennent voilà les Yakuza parce qu'ils ont été surtout dans les campagnes en fait des suppléants et des compléments à la police. Le fait que des Yakuza soient des représentants de l'ordre, ça date de l'époque juste après la Seconde Guerre mondiale. Les effectifs de police japonais avaient été réduits par les forces d'occupation et il fallait quand même des représentants. On note même que jusqu'à il y a pas si longtemps que ça finalement, Yakuza et police travaillaient main dans la main pour résoudre certaines affaires. Il y a vraiment quelque chose d'intriguant chez eux entre les tatouages, un mélange de badass, de criminalité, de loyauté et un peu de justice par les poings. Ils ont vraiment un code interne à leur clan et même entre Yakuza en général. Par exemple, ils ont leur propre langage, pour eux un civil ça se dit katagi. Même dans les représentations telles que dans des films ou dans des animés, c'est pas totalement des méchants, c'est des criminels, ils sont mauvais, mais il y a quelque chose. Ils sont vraiment en zone grise permanente et je pense que c'est ça qui les rend aussi intéressants. Après attention, voilà, il se peut que je romance un petit peu leur image et quand même dans le fond ça reste des criminels. Je vais revenir un petit peu sur l'application de la loi anti-gang, surtout avec le recensement des plus gros clans. Je m'y attendais pas du tout, mais sur Wikipédia, tu peux voir les différents clans au Japon. Tu peux voir leurs activités et même le nombre de personnes qu'il y a dans le clan. Après voilà, ça vaut ce que ça vaut, voilà, c'est sur Wikipédia. Mais voici les informations. Sumiyoshika est un groupe désigné de gang dont le quartier général est situé à Akasaka. Il a été reconnu par le gouvernement américain comme une organisation criminelle internationale impliquée dans des crimes tels que le trafic de drogue, d'armes et le trafic d'êtres humains. Il y a environ 4500 membres.
Les Hidagawakai, c'est un gang japonais dont le siège est à Roppongi, à Tokyo. À la fin du mois de décembre 2019, le nombre de membres était d'environ 3400. Et le plus imposant, le Yamaguchi-gumi. C'est le plus gros gang du Japon et il y a environ 8900 membres. Ils ont des affiliations absolument partout dans 43 préfectures du Japon, à part vraiment quelques-unes. Comme vous le voyez, ils sont vraiment partout, géographiquement et même au niveau du business, autant dans la politique que dans la vente de bubble tea. Non, vraiment, je ne rigole pas. La mode est un petit peu passée maintenant au Japon, mais il y a 2 ans, il y avait énormément de ventes de bubble tea partout. Ça commence en 2016 et c'était il y en avait partout. Et donc forcément, il y a eu plein de boutiques de bubble tea qui ont ouvert à Tokyo, et pour la plupart, elles étaient gérées par des yakuza. Coût de production d'un bubble tea environ 80 centimes et ils le vendent 4 € au Japon. Alors forcément avec la hype qu'il y avait, ça allait très vite. En fait aujourd'hui les yakuza ce sont juste de gros capitalistes. Comme dirait le journaliste Adelstein, Today's yakuza are venture capitalists of a sort. They go where money goes. Ils vont là où il y a de l'argent à se faire rapidement, quitte à un petit peu dépasser les limites de la légalité. Après, comme je vous le disais, avec le renforcement de la loi en 2004, il y a beaucoup moins de yakuza qu'avant. On en comptait 180 000 dans les années 60 contre uniquement 30 000 aujourd'hui selon la police japonaise. D'habitude, on n'entend pas trop parler des histoires de yakuza parce qu'ils ont vraiment dans leur doctrine de ne pas impliquer des katagi. Mais dans les faits, c'est un peu moins discret parce qu'il y a eu des règlements de compte à même la rue. Des règlements de compte entre gangs, ils se tiraient dessus, c'était dans la rue. Après, il n'y a pas que les règlements de compte, il y a aussi le trafic, les chantages, et j'en passe. Mais le véritable souci aujourd'hui, c'est assez ironique parce qu'en fait, avec l'affaiblissement des gros clans Yakuza, eh bien, il y a plein de petits clans sans nom, voilà, qui voient le jour et qui sont complètement désorganisés et qui, eux, foutent la merde. Ce sont de petits gangs non affiliés et non recensés qui apparaissent et ne respectent vraiment rien. Crime aux armes à feu, quasi inexistant. Je vais aborder un point intéressant, c'est qu'il y a au Japon très peu de crimes commis avec les armes à feu. Bon, manque de bol, il y en a eu un assez récemment, mais c'est peut-être le seul qu'il y a eu en 2019. Ça s'est passé à Kobe le 10 octobre dernier. 2 personnes sont mortes après qu'on ait entendu des coups de feu suspects dans le quartier. Un homme de 68 ans appartenant au Kodokai a été arrêté, c'est lui le suspect numéro 1, après avoir trouvé 2 armes à feu près de la scène de crime. Comme quoi je vous le disais, ça arrive que les Yakuza débordent un petit peu sur la place publique. Bon, malgré cet incident en 2019, regardons un petit peu les chiffres. En 2017 au Japon, uniquement 3 personnes sont mortes sous les tirs d'une arme à feu, contre 1594 en 2004 pour la France. Attention! Après il faut faire attention parce qu'à l'intérieur de ces 1594 morts en France par arme à feu, eh bien il y a en vérité 1102 qui sont des suicides. Donc voilà, méfiez-vous un peu des chiffres, réfléchissez toujours un peu, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent dire, s'il n'y a pas une petite anguille sous roche comme ça. Et même moi, voilà, si vous voyez des chiffres dans ma vidéo, méfiez-vous aussi, méfiez-vous. Parfois ça m'arrive de faire des erreurs, de grossières erreurs. Bah après dans cette vidéo là, je suis assez béton. Par exemple, vous pouvez le voir avec ce graphique que je vous montre comme ça en bloc. Vous voyez quand même qu'au Japon c'est très rare, tu vois bien que depuis le renforcement de la loi anti-gang de 2004, il y a beaucoup moins d'armes en circulation vu la nette diminution des crimes par balle. Et forcément, là où est le problème au Japon, c'est que le taux de crimes par balle est certes très bas, mais le taux de crimes à l'arme blanche, eh bah, il est beaucoup plus élevé. Il y a par exemple le massacre de Akihabara... Ah pardon, je dis rien. Écoutez, essayez de faire vos propres recherches, mais ça ressemble vraiment tristement à un truc qui est arrivé en France aussi. Bon, maintenant qu'on a vu ensemble les Yakuza, il est temps de passer aussi à une autre catégorie un petit peu moins connue chez les délinquants japonais. Bosozoku. Bosozoku, littéralement Boso incontrôlable et Zoku clan. Et je pense que vous avez saisi l'ambiance. Le Bosozoku le plus connu c'est sans doute Eikichi Onizuka, alias le professeur qu'on aurait tous souhaité avoir. Bien que ce soit un personnage fictif, il n'y a pas à douter sur la nature de son passé d'ancien Bosozoku. Il faisait partie de la bande de bikers du lycée de Shonan. Je le reconnais, ce mec est bien Eikichi Onizuka. D'ailleurs, il existe un live action sur les préquels de GTO où tu le vois dans ce rôle. Il avait une grosse réputation et cette dernière s'obtient bien sûr par des exploits en combat. Et donc, première info, il y a aussi un code d'honneur chez les Bosozoku. Et c'est là où la réalité rattrape un petit peu la fiction. Dans la réalité, les gens ne sont pas aussi forts et aussi loyaux qu'Onizuka. Effectivement, les Bosozoku se répartissent en clans, et on les reconnaît avec leurs motos et leurs vestes. C'est vraiment la signature de ce type de gang. Pour les motos, il y a pas mal de particularités, déjà elles sont toujours tunées à mort et avec le guidon très haut et très serré pour pouvoir passer facilement entre les voitures de police. Il y a aussi bien sûr le siège arrière qui est très élevé mais à l'excès. Et pour les vestes blanches comme ça caractéristiques, elles sont passées de génération en génération. Globalement, c'est pas si facile de décrire les Bosozoku parce que c'est juste des jeunes, en vérité déjà ils sont très jeunes, c'est des jeunes qui souhaitent vraiment avoir des frissons et qui adorent la moto, qui adorent vraiment cette sensation de liberté qu'on peut avoir sur la moto, et ils ne commettent pas forcément que des infractions, ils peuvent aussi venir en aide à des gens. C'est vraiment une recherche en fait de sensations fortes. Et il y a même un côté un petit peu familial avec les clans en dehors de la violence qui est quand même hors norme.
Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'ils cherchent des sensations fortes, voilà, ils grillent quelques feux rouges, ils roulent vite, tout ça, mais quand ils sont entre les clans, ils se foutent vraiment sur la gueule. Dans la vidéo de Vice, on a un témoignage d'une mise à mort d'un leader en se faisant traîner au sol par le pied, attaché à une bécane sur 200 mètres. 足にロープ巻かれて、で車にガーってもう何百メートルも引きずられちゃってさ、それで死んじゃって先輩もいるし。 Leurs armes, c'est souvent des battes de baseball ou des barres en fer, et forcément la police essaie de les arrêter, un peu en vain. Et si pour les Yakuza on a une image d'hommes adultes, matures, de 30 à 70 ans, et bien chez les Bosozoku, c'est que des jeunes, voilà, 16, 17, 18 ans. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo de Vice parce qu'elle est vraiment excellente, et c'est assez rigolo parce que quand tu la termines, tu sais que c'était des criminels, tu sais voilà, qui foutaient la merde et tout, mais il y avait aussi une sorte de fratrie, et quand tu sais que tout ça, ça a disparu, et bien ça fait un petit peu mal au cœur quand même. Je sais pas pourquoi, c'est des criminels hein, mais c'est... voilà. En effet, le mouvement a eu son apogée dans les années 70, et depuis les années 2000, c'est vraiment le déclin total. Aujourd'hui, ils sont peu nombreux, et c'est comme je vous le disais, assez triste à voir. 一回賊やった人間っていうのはなかなか忘れられないんだよね。La police a vraiment encore une fois resserré les vis au maximum pour ne plus voir l'apparition de ce genre de gang. Après, c'est certainement pas plus mal pour l'ordre public et la sécurité de tous. Et puis certes, ils sont bien moins nombreux, mais ils ont pas non plus totalement disparu. En fait, il y a des clans assez différents qui voient le jour, qui ne font absolument pas de crimes ni quoi que ce soit, qui aiment juste se regrouper entre eux pour kiffer un petit peu la vibe. Et il y a des clans de Bosozoku qui sont composés uniquement de femmes. Il y a des gangs comme Joker's Ladies, ce sont des femmes qui sont fans de la mentalité Bosozoku et qui souhaitent s'affirmer individuellement, avec des slogans que Women can wipe their own ass. En soi, si elles ne commettent aucun crime, je ne vois pas ça vraiment d'un mauvais œil. Et puis en fait, ça arrive que ces gens qui sont fans, voilà, des motos, du tuning, de l'esprit un petit peu sans commettre de crime, se regroupent entre eux pour faire des énormes défilés de moto, et c'est très très beau à voir, c'est vraiment très stylé, c'est, enfin je sais pas, c'est le tuning à mort. Mais alors, on a vu du coup que les Yakuza, ils étaient en diminution, il y en a certains, c'est un peu le bordel, mais il y en a quand même beaucoup moins. On a vu que les Bosozoku, il y en a quasiment plus, en tout cas plus qui commettent des crimes. Mais alors, c'est qui les criminels au Japon? Eh bien, contre toute attente, ce sont les personnes âgées. Le problème des personnes âgées au Japon. Bien sûr, je fais un super raccourci, tous les criminels ne sont pas des personnes âgées au Japon, bien sûr. Mais quand même, la délinquance des seniors, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur en ce moment au Japon. Je vais vous donner les chiffres et vous allez être assez surpris. En 2015, selon l'article de Senior Actu, il y a eu 48 000 délits. Et là, j'ai un peu tiqué. Vous vous souvenez de notre calcul de tout à l'heure pour savoir le nombre de crimes et délits commis au Japon dans certaines années avec le site Numbeo qui est beaucoup plus fiable? Eh bien, j'ai revérifié, donc en cette année 2015, il y a eu 2 570 000 crimes et délits commis. Et donc quand l'article de Senior Actu nous dit 48 000 délits, ça paraît quand même très peu, la proportion est très infime. Et pourtant, un peu plus tard dans l'article, ils disent que ça correspond à 1/5 des délits commis au Japon. Il y a un truc qui coince, il y a clairement un truc qui coince, tu multiplies 48 000 par 5, ça donne pas du tout 2 570 000. Donc soit ça veut dire qu'il y a eu très peu de délits par rapport à des crimes au Japon, ce qui n'est pas normal, c'est d'habitude plutôt l'inverse, ou alors que ce chiffre de 48 000 délits est faux. Et je parierai un petit peu plus sur cette hypothèse-là. Parce qu'en fait, quand je rajoute juste un 0 sur 48 000, donc ça donne 480 000, eh bien, tous les chiffres concordent. Ça correspond à peu près à ce que je trouve aussi sur d'autres sites, donc je pense que ça matche bien. D'autant plus que, et j'ai regardé sur l'article La Presse, qu'il y avait des arrestations de seniors au nombre de à peu près 48 000. Et donc ça correspond à peu près à l'erreur qu'ils ont faite, donc du coup c'est l'erreur entre le nombre de personnes arrêtées et le nombre de délits commis. Je vais vous épargner les calculs laborieux, mais pour moi, il y a eu en 2015 environ 48 000 arrestations de personnes âgées de plus de 65 ans et 480 000 délits, ce qui correspond à 1/5 de tous les crimes et délits commis au Japon cette année-là. Voilà, ça c'est ce que je pense après avoir croisé plusieurs sources. Bref, tout ça pour vous dire que la criminalité des seniors au Japon, c'est pas un truc à prendre à la légère. Et comme au Japon on a une population vieillissante, on peut comprendre que la proportion de crimes est un peu plus élevée que dans d'autres pays. Mais ce n'est pas le seul facteur. Effectivement, il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette hausse, dont surtout la solitude. J'ai volé de la nourriture même si j'avais de l'argent dans mon portefeuille. J'ai pensé à ma vie, à la mort de mon mari. Je ne voulais pas retourner chez moi. J'avais nulle part où aller. Demander de l'aide en prison était la seule option. C'est d'une tristesse infinie, c'est une femme de 80 ans qui nous explique au fait qu'à l'âge de 70 ans, elle a commis délibérément un petit délit comme ça, du vol à l'étalage, pour pouvoir aller en prison. Très sincèrement, avant de commencer à rédiger cette vidéo, je pensais que les personnes âgées au Japon qui volaient pour aller en prison pour rompre avec la solitude, c'était un mythe, mais apparemment, c'est bel et bien réel. Ils se font incarcérer souvent pour des petits délits mineurs, comme par exemple ici un vol à l'étalage, ce qui correspond à environ 65% des délits commis par des personnes âgées, mais il y a aussi des cas beaucoup plus graves. J'ai tué ma femme. Nous avions des problèmes financiers et puis j'étais malade. Et en avril, le médecin m'a dit qu'elle était atteinte d'Alzheimer et qu'on ne pouvait pas la soigner. Donc j'ai décidé de nous tuer tous les deux. Et voilà le résultat, je suis en prison.
vous qui pensiez que le Japon était un pays où les familles prenaient soin des personnes âgées, vous tombez de haut, c'est pas toujours le cas. Tout ceci, ça découle d'une population vieillissante qui éprouve des difficultés à trouver un moyen de financer les retraites. Et il y a quand même un senior sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté au Japon. Ces crimes qu'on appelle les crimes gris, ça n'a pas toujours été d'actualité au Japon, ça n'a pas toujours existé. C'est vraiment une tendance qui s'est amorcée en 1971 et qui s'est multipliée par 7 en 30 ans. Aujourd'hui, 20% des détenus de tout le Japon, ce sont des personnes âgées de plus de 65 ans. Et heureusement, après plusieurs années, enfin le gouvernement japonais a pris des mesures pour accueillir plus facilement et mieux cette population. En 2016, les soins consacrés aux pensionnaires âgés ont dépassé les 5 milliards de yens, soit 42 millions d'euros. C'est une augmentation de 80% par rapport à la décennie précédente. Des auxiliaires de vie viennent assister les gardiens de prison pour s'occuper au fait de la toilette des personnes âgées et leur tenir aussi un peu compagnie. En fait, les détenus en rentrant en prison, ils ont la garantie de pouvoir briser leur solitude, de manger à leur faim et d'avoir des soins médicaux. Pourtant, la prison japonaise, c'est loin d'être un endroit rêvé. La prison japonaise. Je dois vous avouer, le sujet de la prison au Japon, ça me passionne. J'aimerais beaucoup en visiter une pour pouvoir faire une sorte de mini-reportage, mais vous imaginez même pas le niveau d'autorisation que je devrais avoir, donc pour l'instant on va se contenter de reportages qu'il y a déjà sur internet. La première chose à retenir, c'est que les prisons au Japon, c'est vraiment très différent de la prison française, même le concept même est très différent. En fait, au Japon, c'est beaucoup plus militaire, si je puis dire. Les horaires sont bien définis à la minute près, les détenus travaillent, et en plus, les gardiens ne possèdent même pas d'armes, juste un bâton. Je vous avais montré des images sur une ancienne vidéo où on voyait un peu les conditions des détenus au Japon, mais il y a quelques années. Globalement, on voit que c'est beaucoup plus strict que chez nous. Ça datait d'au moins une vingtaine d'années, donc comment ça se passe aujourd'hui, la prison au Japon ? Avec l'affaire Ghosn et le scandale qu'il y a eu lorsqu'il a perdu 10 kilos en quelques semaines, eh bien ça a facilité fortement l'apparition de reportages sur les conditions de détention dans le milieu carcéral japonais. Ça va nous permettre de nous mettre à jour sur cet univers. Des normes intégrées par la population, qui va jusqu'à célébrer son système carcéral. J'adore la prison. Et regardez mes menottes. Yeah! Les fêtes devant les prisons, écoutez, c'est la première fois que j'en entends parler, hein. Alors attention, j'imagine bien que ça doit exister au Japon, mais quand même, en fait, ce qui m'énerve un peu dans ce genre de reportage, c'est qu'ils font croire que c'est une sorte de norme. C'est comme si c'était commun dans tout le pays et pour tous les Japonais, en fait, de célébrer les prisons comme ça. Je sais pas, à ma connaissance, pas du tout. En fait, c'est comme si je disais ça. La France, un pays qui célèbre encore les corridas, la mise à mort d'un animal sous des applaudissements d'un public surexcité de voir du sang couler. Oui, il y a encore des corridas en France, oui, en fait, certains Français, ça arrive, il y a des plats à base de cuisses de grenouille, mais vous allez pas me dire que c'est la norme. Je peux dire avec assez d'assurance que ce n'est pas la majorité des Français qui font ces deux activités. Bref, vous avez compris mon propos, ça existe, sûrement, mais c'est pas représentatif, en tout cas, pas à ma connaissance. Pour ce qui est du réveil et des horaires millimétrés, ça n'a pas changé, la marche au pas non plus d'ailleurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, les détenus japonais en prison, ils travaillent, et d'ailleurs ils n'ont pas de rémunération, juste une sorte de petite indemnité en sortant, mais c'est pas vraiment significatif. Dans le vieux reportage, ils fabriquaient des meubles, et ici ce sont des chaussures et des coussins. Tout ça bien sûr avec des outils qui pourraient très bien servir d'armes en face de seulement un policier pour 50 détenus. Les repas sont ultra régulés à la calorie près, et seulement en fait le volume de riz change en fonction de l'effort que tu as produit au travail. Et bien sûr, durant tout ce temps, les prisonniers n'ont pas le droit de discuter entre eux. Bon, je vous avoue, après avoir regardé quelques dizaines de minutes, j'avais l'impression que c'était comme avant, que ça n'avait absolument pas changé, mais tout de même, après l'heure du repas, ça a changé. Maintenant, après l'heure du repas, ils ont un temps consacré à des loisirs. Ça dure 40 minutes, ils ont accès à une petite télé pour du karaoké, ils peuvent même faire du tennis de table, mais bien sûr, on réenchaîne très rapidement sur du travail. Le soir, après le travail, ils étudient. Déjà ça, voilà, c'est nouveau, ça s'était pas dit en tout cas dans le reportage d'il y a 20 ans. Et en plus, entre 19h et 21h, ils ont accès à la télé et ils peuvent regarder la télé. Ça a changé, hein. Et puis bien sûr, 21h, extinction des feux, au lit, et ça recommence le lendemain. Je pense que vous serez d'accord, le plus dur c'est quand même de ne pas pouvoir discuter avec les détenus, surtout à l'heure du repas. Enfin je sais pas, mais je trouve que c'est compliqué, c'est-à-dire que tu peux discuter avec tes autres détenus, limite 40 minutes par jour. C'est pas beaucoup. Mais on n'est plus sur les conditions ultra strictes et militaires de l'époque. Je suis content de voir qu'il y a une amélioration dans le bon sens après autant d'années. En revanche, là où je pense il y a le plus d'abus et le plus de, limites avec les droits de l'homme, eh bien c'est dans les détentions provisoires et aussi au commissariat. Au Japon, les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 23 jours sans avocat. C'est long, terriblement long. Et c'est 23 jours dans une cellule de 6 mètres carrés à ne rien faire. Rien. Et quand je regarde les différents témoignages d'étrangers qui ont été en garde à vue au Japon, en fait le plus dur c'est le fait de ne pas savoir combien de temps ça va durer. Quand tu sais pas quand ça se termine, tu trouves le temps beaucoup plus long. Un peu plus tard, dans l'attente du jugement, si tu as un procès, eh bien tu quittes le commissariat, donc tu n'es plus en garde à vue, et tu passes en détention provisoire. Et là aussi, c'est
horrible. Il faut rester assis au milieu de la cellule, encore une fois de 8 mètres carrés, quelque chose comme ça. Elle est à un seul endroit de la cellule et tu as le droit à 2 positions, c'est tout. Soit tu t'assieds en seiza, donc c'est à la japonaise, sur les genoux, soit en tailleur. C'est d'ailleurs dans ces conditions que Carlos Ghosn était détenu, et d'ailleurs je vous propose d'écouter le discours d'un ex-détenu au Japon qui vous expliquera tout mieux que moi. Dans la cellule, il faut être assis au bon endroit. Pas le droit de parler, pas le droit de siffler ou de faire quoi que ce soit. Juste le droit donc de rester là, d'être assis, de lire ou d'écrire. Il y a un moment, j'ai pété les plombs, j'ai donné un coup de poing contre la porte. Les gardes sont arrivés en renfort, genre une dizaine, quinzaine de gardes. Et je me suis retrouvé ficelé et transporté dans les cellules de comment dire. Enfin, ils ont une cellule spéciale pour ces cas-là. Et ce qui est fou, vraiment, dans cette histoire, c'est que durant toute cette période, tu peux très bien être innocent. Tu peux très bien avoir rien à te reprocher. Et le monsieur qui vous a tout expliqué, il était innocent, en tout cas, pour l'affaire pour laquelle il était en prison, il était innocent. Il a eu du sursis, des trucs, machin, des trucs, mais il était innocent pour cette affaire-là. Le gros absent de cette vidéo, je vous avoue, c'est le système juridique. Comment fonctionne le système juridique japonais. Déjà, la première chose à vous dire, c'est que ça se passe souvent avec des aveux de la part des criminels, et aussi des détentions provisoires qui sont à la limite des droits de l'homme, comme vous venez de le voir. Et on peut facilement imaginer qu'un système comme celui-ci peut t'inciter à mort à avouer tes propres crimes, et dans le pire des cas, à avouer des crimes qui ne sont pas les tiens. En conclusion et en note personnelle surtout, je dirais que j'ai beaucoup apprécié rédiger cette vidéo. Voilà, l'écrire c'était vraiment très passionnant et c'est ma vidéo la plus longue, j'ai jamais autant écrit sur une vidéo. Et pourtant, je sais pas si c'est parce que le sujet me passionne ou quoi, j'ai vraiment l'impression d'avoir effleuré le sujet. Vraiment littéralement sur chaque thème que j'ai cité, je pourrais tellement creuser beaucoup plus. Je vous ai donné des infos, des chiffres, tout ça, je suis assez content, mais quand même, il y a beaucoup plus de choses à raconter. Bien sûr, j'ai délibérément laissé la justice de côté parce que ça mériterait une vidéo entière, voire peut-être même plusieurs vidéos tellement c'est complexe, il y a des subtilités, il y a des choses comme ça et puis c'est dangereux peut-être. Enfin voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.